Jean-Jacques Goldman, un nom attaché au cœur de millions de Français, l'homme silencieux qui a écrit la bande originale de toute une génération. Bien qu'il soit resté hors de la lumière pendant plus d'une décennie, il reste un monument vivant de la musique française. Mais après toute la gloire, les récompenses et les chansons immortelles, Jean-Jacques Goldman a finalement admis ce que ses fans soupçonnaient depuis longtemps. La plus grande tristesse de sa vie ne venait pas de la musique, mais du vide amoureux, du mariage et de la solitude dans son âme qu'il avait gardé cachée pendant de nombreuses années. Âgé accent aigu de 70 ans, Goldman mène une vie relativement privée à Marseille avec sa seconde épouse, Nathalie Touhoung-Lagier, une philosophe de près de 20 ans sa cadette. Ils ont 3 enfants ensemble et une maison qui est réputée paisible et simple. Mais cette paix ne signifie pas un bonheur complet. Dans un rare échange récent avec un ami proche, Goldman a révélé un côté très humain. Je me suis toujours senti comme un étranger, dans la musique, dans l'amour, dans la vie. Ce n'est pas la première fois que l'on ressent une tristesse persistante chez Goldman, un homme qui a toujours évité le bruit, les médias et même les interviews bruyantes. Mais cette fois, il ne semblait pas s'en cacher. Et selon sa femme, Nathalie, la plus grande tristesse de Goldman provenait probablement de sa propre hypersensibilité, de sa nature artistique qui lui faisait sentir que tout bonheur était fragile et vulnérable. Lors de son premier mariage avec Catherine Morlet, avec qui il a fondé une famille au début de sa carrière, Goldman a eu du mal à équilibrer ses rôles d'artiste et de mari et père. Cependant, ceste le dévouement à la musique, les tournées constantes et la renommée croissante qui ont progressivement fait éclater la relation du couple. Ils se séparèrent discrètement, sans chichi, sans dispute, mais Goldman porta cette blessure avec elle pendant des années. Catherine a dit un jour dans une conversation intime, « Jean-Jacques est un homme qui sait aimer et se sacrifier, mais parfois, il aime le monde entier plus que lui-même et sa famille. » C'est cette immensité d'âme qui a fait de lui un grand musicien, mais qui l'a aussi fait toujours perdre dans ses relations privées. Plus tard, avec Nathalie, Goldman retrouve une nouvelle paix. Elle le comprenait, partageant avec lui ses réflexions sur la philosophie, la société et la musique. Mais Goldman lui-même a avoué, « J'aime Nathalie, je sais qu'elle m'aime, mais parfois, j'ai l'impression de ne plus être un homme complet, juste l'ombre de moi-même dans mes meilleures années. » Il était toujours inquiet. Sa jeune épouse se sacrifiait-elle trop pour un homme qui avait été emporté par le monde et qui n'avait plus que le silence? La santé de Jean-Jacques Goldman préoccupe également sa famille ces dernières années. Bien qu'il n'ait jamais reconnu publiquement une quelconque maladie grave, des amis proches ont révélé qu'il souffrait de légers problèmes cardiaques et qu'il était souvent fatigué. Son retrait complet de la scène n'était pas seulement un choix artistique, mais aussi une façon pour lui de protéger sa santé, son esprit et de préserver l'intimité de ses proches. Son épouse, Nathalie, a déclaré aux journalistes lors d'un entretien privé. Il est encore en bonne santé, mais sa santé est fragile. Il y a des jours où il se réveille et ne veut pas sortir du lit, non pas parce qu'il est malade, mais parce que les souvenirs reviennent sans cesse. Ces souvenirs sont les hauts et les bas, les amours inassouvis et les souhaits inassouvis de la vie d'un artiste qui a trop vécu pour les autres. Dans sa musique, Goldman exprime de nombreux sentiments français. L'amour, la perte, l'espoir et la séparation. Mais dans sa vie personnelle, il parlait rarement pour lui-même. Jusqu'à ce qu'il admette, avec un silence et un regard pensif, que la plus grande tristesse n'était pas de ne plus pouvoir chanter, mais de ne plus pouvoir revivre les vieux moments avec la personne qu'il aimait et qui était à ses côtés dans les premiers jours. Aujourd'hui, quand les gens évoquent Goldman, ils ne se souviennent pas seulement de « je te donne, il suffira d'un signe » ou « là-bas », mais ils se souviennent aussi d'un homme qui a toujours choisi de se taire quand le monde était bruyant. Et c'est pourquoi son aveu de la plus grande tristesse de sa vie a ému plus que jamais beaucoup de gens, parce que c'était la vérité que tout le monde ressentait, mais que personne n'avait jamais entendue de sa propre bouche. Jean-Jacques Goldman est toujours en vie, non pas pour écrire d'autres tubes, mais pour vivre tranquillement le reste de ses jours avec les gens qu'il aime. Et même si son cœur portait de nombreuses tristesses indicibles, il était toujours un artiste qui se consacrait entièrement à lui, une grande âme, un grand homme et un symbole de sincérité et de simplicité dans le monde bruyant et faux du divertissement. Le silence de Jean-Jacques Goldman n'est pas le silence d'une personne fatiguée ou déçue, mais le choix conscient d'un artiste qui a traversé tous les sommets de la gloire. Pour lui, les applaudissements n'ont jamais été une mesure de succès. Le succès, aux yeux de Goldman,
C'est quand sa musique peut toucher le cœur de quelqu'un, quand les paroles qu'il écrit font que quelqu'un se sent compris, compatissant dans ses moments les plus faibles. Même s'il ne se produit plus sur scène et ne sort plus de nouvelles compositions, la vitalité de ses anciennes chansons n'a jamais faibli. Les mélodies de « Comme toi »,« Encore un matin » ou « Puisque tu pars » résonnent encore régulièrement sur les ondes radio, dans les fêtes de famille, et même dans le cœur de nombreuses nouvelles générations, celles qui ne le connaissent qu'à travers de vieux enregistrements mais ressentent encore la sincérité de chaque chanson. Mais c'est précisément cette longévité qui rend Goldman encore plus en difficulté. Il confia un jour à un ami qu'il craignait de devenir une figure inaccessible, une idéalisation. And the more learning where you've just got to sit and concentrate yourself and kind of work things through, you could do that on your own, but then come in and put it into practice in the class. But I think actually we're going to see the biggest blended learning happening in the next year, not in what we've just gone through. Yeah, you're totally right, because it was a kind of practice for everyone, right? I mean, and a surprise for many institutions, as I mentioned earlier. Some institutions, they were not ready in means of content, and also the approach to pedagogy. So last year was a bit of practice, but you also mentioned that I think we're gonna implement and move forward to next year. Do you have any strategy? For example, is it gonna be a kind of flipped classroom model or a hybrid flexible model? I mean, have you decided, for example, as an instructor, you want to be a remote facilitator or on-site facilitator? You know, there are also lots of parameters, I think millions of parameters when we are talking about the blended learning, but at least if you would like to share any thoughts, it would be great. Yeah, I mean, I guess what I would say, speaking on behalf of the university, is I think it's very discipline specific. So some disciplines work really well with blended, some work really well on campus, so there's going to be variations in different disciplines. For me personally, I've always liked blended, and by blended what I mean is I have some students who come into class, and they come into class regularly. Most of the learning is done online prior to coming to class, and we do interactive learning in the class, but I do allow other students who study basically fully online, and they can synchronously join that class remotely. So they still work with other students who are on campus, and they have that interaction as well. And I'll carry on doing that. I think that has become a model that more students are saying this is actually quite nice. Yeah. It's a challenging model. It's not a model you can run, I think, with a single lecturer running both sessions. You need more staffing to do those sort of things. The students need to be willing to engage. So the students have to think this is a space they would like to be. I think one of the things I would say we need clearer, though, is some sort of agreement across the sector on the terms we're using. So hybrid, flex, dual. If we could all just say, let's actually say, here's what this is, and we'll all use the same term, because I think that's really hard for students making choices, especially as a lot of us are starting to see short courses where you could maybe, and the whole thing of COIL and being able to study almost anywhere, and you're making a decision about, I'm going to take that course from that university, or I'm going to sign up for a whole degree. They need to know what they're signing up for, and I think that would help if we all could get to an agreed terms for, makes it easier.